Alors il est temps de commencer un nouveau chapitre, et dans ce nouveau chapitre qui va être le dernier de mécanique, presque le dernier, dans ce nouveau chapitre, disais-je donc, on va s'intéresser aux forces centrales conservatives. Alors, pourquoi est-ce que ce chapitre me plaît tellement? Parce qu'on va parler un tout petit peu astronomie, et l'astronomie c'est mon dada. Je n'en dis pas plus. On démarre tout de suite par le grand 1, c'est-à-dire la définition de qu'est-ce que c'est qu'un champ de force centrale et les implications directes que l'on peut trouver à cet événement. Bien, alors pour la définition, on va appeler une force centrale. Une force centrale, ça va être une force qui est définie de sorte à être selon le vecteur radial ER quand on se trouve en coordonnées sphérique. Donc, une force centrale est une force portée en coordonnées sphériques par le vecteur ER. Par le vecteur unitaire radial ER. Alors, de manière générale, du coup, cette force va s'écrire une certaine projection qui peut être positive ou négative, donc je ne parle pas de norme, mais cette chose-là va dépendre de l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire de la coordonnée R, de la coordonnée θ et de la coordonnée φ, a priori, selon ER. Alors, notez qu'on parle de champ de force centrale, tout simplement parce qu'un champ, eh bien, ça veut dire que vous avez vos vecteurs qui sont définis en tout point de l'espace. Et donc, si vous vous placez à un endroit, vous avez une force qui est associée à cet endroit. Alors, généralement, on va parler de champ vectoriel, par exemple, pour le champ électrique, pour le champ magnétique, donc on a déjà un petit peu parlé. Le champ de force demande quand même que vous ayez une masse en un endroit pour lequel vous puissiez appliquer votre force dessus. Sinon, ça n'existe pas. C'est pour ça que généralement, quand on va parler de la gravitation, on parlera de champ gravitationnel qui correspond à la force divisée par la masse sur laquelle elle s'applique, tout comme la force électrique permettait d'être calculée grâce au champ électrique qui était le champ électrique. La force électrique était égale au champ électrique que multiplie la charge électrique. Donc, a priori, quand vous vous placez en un endroit donné de l'espace, vous avez un vecteur force qui a une certaine orientation. Cette orientation, elle est fixée, elle va être selon ER, mais la norme de la force, elle peut dépendre de toutes les coordonnées que vous avez à disposition. Ça, pour avoir un caractère central, il suffit juste que ce soit porté par le vecteur ER qui est ici. Si vous imposez en outre que cette force est conservative, donc si on impose en outre le caractère conservatif, alors automatiquement on sait plus de choses sur la force. Alors la force va s'écrire une certaine projection R, mais qui cette fois-ci ne dépendra que de la distance au centre et non plus potentiellement de θ et de φ, et qui va être selon ER, parce que le caractère central, lui, ne change pas. Alors, d'où est-ce que ça sort? Ça, on peut mettre une petite remarque pour votre futur vous, quand vous serez un petit peu plus adepte de l'analyse vectorielle. On a vu que pour un champ conservatif, c'était déjà pour votre futur vous, on avait que la force s'écrit comme moins le gradient de l'énergie potentielle. Et le gradient, c'est un opérateur vectoriel. Et si on se met en coordonnées sphériques, donc ça va être la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à R selon ER, plus 1 sur R, la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à θ selon Eθ, plus 1 sur R sinus θ, la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à phi selon Eφ. Bon, ce qui est important là-dedans, c'est pas l'expression qui fait forcément un petit peu peur, c'est à quoi ça correspond. Alors c'est moins tout ça. À quoi ça correspond? Vous voyez que si on veut un terme qui est uniquement selon ER, ça veut dire nécessairement que les termes selon Eθ, c'est-à-dire celui-là et celui-ci, doivent être nuls. Et si les termes selon Eθ sont nuls, ça veut dire que automatiquement votre fonction votre fonction
énergie potentielle ne dépend pas de θ, donc ça veut dire que DEP sur dθ est égal à 0, et DEP sur dφ est égal à 0. Ça veut dire que votre énergie potentielle ne dépend que de R. Donc, la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à R, qui va être non nulle, ne peut dépendre que de R, puisqu'il n'y avait déjà ni θ ni φ dans son expression. Donc, vous avez finalement un terme qui ne dépend que de R à cet endroit-là. Donc, la projection ne va dépendre que de R. Et ça, c'est caractéristique. Si vous avez une force centrale et que sa projection ne dépend ni de θ ni de φ, alors forcément ce sera une force centrale conservative, ce qui est le cas par exemple pour la gravitation, puisque le F de R s'écrit moins GMM sur R carré, ou pour la force électrostatique, dont le F de R s'écrit QQ sur 4pi epsilon 0 R carré. Ça ne dépend que de R, il n'y a pas de θ, il n'y a pas de φ, ce sont donc des forces conservatives parce qu'elles sont centrales. Donc ce sont des forces centrales conservatives. Alors à noter que on parle de champ de force centrale ici, donc ça veut dire que c'est, étant donné qu'il y a un E, c'est la force qui est centrale. En revanche, on dit conservatif parce qu'on pense que c'est le champ qui est conservatif. Petit détail, si vous parlez de champ de force centrale conservative ou champ de force centrale sans E conservatif, je pense qu'on ne vous en voudra pas parce que l'accord est assez... dépend de la manière dont vous voulez mettre les choses, mais finalement, ce n'est pas le point le plus important dans notre système. Donc, on a notre champ de force centrale, c'est une force qui est portée selon ER. Alors, le fait qu'elle soit centrale, juste centrale, suffit à déjà démontrer un certain nombre de choses. Donc, juste centrale, maintenant on oublie le caractère conservatif qu'on a pris en plus, et on va regarder la conservation du moment cinétique. Donc, conservation du moment cinétique. Donc, si on a une force F qui est une force centrale, juste centrale, si F est centrale, ça veut dire que on a... par définition, F peut s'écrire F de R, θ et phi selon Eθ. Selon ER. Ouh là 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 là. Selon ER. Il faut que ce soit radial pour que ce soit centré vers le centre ou en direction depuis le centre vers l'extérieur. Donc il faut que ce soit selon ER. Si je regarde, si F est centrale et c'est la seule force, auquel ou à laquelle est soumise petit m dans, bien sûr, un référentiel R qui est Galilée. On va se placer dans les conditions habituelles et on va supposer que c'est la seule force en présence. À ce moment-là, le théorème du moment cinétique me dit que la variation du moment cinétique par rapport à O, je vais choisir pas n'importe quel point, mais je vais prendre le point au centre du système de coordonnées pour prendre en considération le caractère central, ce truc-là, et ça doit être égal au moment en haut de ma force centrale, moment vectoriel. Donc ça s'écrit OM vectoriel, ma force. Par définition, OM c'est R selon ER. Par définition du système de coordonnées sphériques, OM s'écrit de manière fort sympathique et fort simple. Et F, c'est F de R, θ et phi selon ER. Donc je me retrouve avec du R fois F de R, θ, phi, ça c'est deux scalaires, fois ER vectoriel ER. Et ER vectoriel ER, c'est 0, parce que ER est collinaire à ER. Forcément, donc, je me retrouve avec d sigma O sur dt, la dérivée vectorielle du vecteur moment cinétique qui est le vecteur nul. Et si le vecteur, la dérivée est nulle, ça veut dire que le vecteur moment cinétique au point O est une constante. Vous avez conservation du moment cinétique si vous n'êtes soumis qu'à une unique force centrale. Il suffit qu'elle soit centrale. Elle n'a pas besoin d'être conservative. Le terme conservatif, quand il est appliqué à un champ de force, ça veut dire que ça conserve l'énergie cinétique. Là, c'est pas l'énergie cinétique dont je vous parle, c'est le moment cinétique.
pas la même chose et du coup bah ça va avoir d'autres implications par la suite. Alors justement, on va pouvoir parler du caractère plan du mouvement. Le caractère plan du mouvement. Le fait que ce moment cinétique soit conservé a des implications, notamment sur le mouvement. Ça va démontrer à partir de ça que le mouvement est plan dans un premier temps et que dans un deuxième temps, la trajectoire vérifie ce qu'on appelle la loi des airs. Vous avez vu au lycée ce qui se passait pour les lois de Kepler, et l'une des lois de Kepler, ça va marcher forcément pour la gravitation puisque la gravitation est notamment centrale. Elle est en plus conservative, mais elle est centrale et c'est juste le caractère central qui me suffit pour déterminer le caractère plan du mouvement. Alors, le petit raisonnement qui est là, il faut bien le prendre, bien le faire dans le bon sens pour pouvoir le reprendre. Il sera bien entendu au programme de la question de cours et vraisemblablement plusieurs d'entre vous l'auront. Donc il va falloir me le faire joliment dans le bon sens, dans le sens le plus logique. Alors, on commence par remarquer que si sigma O est constante, c'est un vecteur constant, alors sa direction est constante. Et en fait, on a juste besoin de la constance de la direction du moment cinétique. On verra un exercice où vous avez un moment cinétique qui varie en norme, mais qui a toujours la même direction, et on va pouvoir en déduire que le mouvement est plan de la même manière, puisqu'on a juste besoin de la constante de cette direction. Par contre, pour la loi des airs, on aura besoin de la constante de la norme, en plus de la direction et du mouvement plan, parce que sinon on ne peut pas difficilement définir une aire. Donc, la direction de ce vecteur moment cinétique est constante au cours du temps, bien sûr. Donc, quand vous vous baladez, vous avez le moment cinétique qui est toujours orienté dans la même direction. Donc, à tout instant, si sa direction est constante, donc sigma O est à tout instant orthogonal à un plan, on va appeler pi, fixe passant par O. Vous savez que si vous avez un plan, vous prenez un plan, vous pouvez définir la normale au plan, et en fait, connaître la normale au plan suffit à vous déterminer le plan. Si vous connaissez la normale au plan et un point par lequel ça passe, alors automatiquement vous connaissez le plan. Là, on a un point particulier qui est le point O, qui est le seul point qu'on va prendre. Le point M se baladant un petit peu, on va pas pouvoir dire des choses totalement là-dessus. Donc je prends le plan qui passe par O et qui est perpendiculaire à la direction constante de sigma O. Donc sigma O est à tout instant orthogonal à un plan pi qui est fixe passant par O. Maintenant, je vais démontrer que ce plan pi, c'est le plan de mon mouvement automatiquement. Alors, comme vous avez que sigma O, par définition, ça s'écrit OM vectoriel MV. Donc sigma O s'écrit OM vectoriel MV, donc OM est à tout instant orthogonal à sigma O. Comme vous avez un plan, tout un tas de points qui sont dans un plan orthogonal à sigma O et que ce plan passe par O, ça implique automatiquement que M appartient à pi qui est fixe, d'où le caractère plan du mouvement. Donc votre point M, en tant que point tel que le vecteur OM soit perpendiculaire à sigma O, doit appartenir au plan pi. Et comme on a justifié que ce plan pi était constant parce que justement sigma O a une orientation qui ne change pas au cours du temps, vous avez que le point M doit appartenir à ce plan pi qui passe par O. Donc c'est pas n'importe quel point, il faut quand même que le plan passe par le centre d'attraction ou le centre de répulsion de votre force centrale. Donc on vient de montrer que si vous avez n'importe quelle force centrale, alors forcément le point M qui se balade
soumis à cette force centrale, va rester dans un seul plan. Et donc là, c'est magique parce qu'on était en coordonnées sphériques, on se compliquait la vie avec un système de coordonnées, oh là là, l'accélération là-dedans, ça va être terrible. On se retrouve dans un plan, et des coordonnées sphériques qui sont contraintes à rester dans un plan, ça s'appelle des coordonnées polaires, et ça va être vachement plus sympathique. Bien. Dernière chose à montrer, et puis après on parlera plus particulièrement des champs de force conservatifs, c'est la loi des airs. Donc la loi des airs, maintenant qu'on a un mouvement qui gentiment est plan, à partir du moment où on a un mouvement plan, il suffit d'utiliser la constance de la norme du moment cinétique pour la démontrer. Donc, regardons voir sur un intervalle de temps élémentaire dt. Donc regardons une évolution du point M entre un instant t et un instant t plus dt. Donc je me balade, j'ai mon point M qui était là par exemple, et puis hop, il va aller en, donc là j'ai M à l'instant t, et là j'ai M à l'instant t plus dt, il s'est légèrement déplacé. Je prends le centre O de mon système de coordonnées et je veux savoir comment est-ce que j'ai mon déplacement là-dedans. Alors vous avez que le vecteur vitesse doit être collinéaire à la trajectoire, et donc vous avez que le vecteur qui va de m en t à m en t plus dt, c'est v multiplié par dt. Le vecteur vitesse, c'est la vitesse en t. Tiens d'ailleurs, une bonne remarque, ce truc-là, on va la réutiliser en informatique pour voir qu'est-ce qui se passe, pour faire des intégrations numériques avec la méthode d'Euler, puisque finalement, ça correspond exactement à ça. On va dire qu'on a un petit déplacement qui est proportionnel à la vitesse, et puis plus votre dt va être petit, plus vous serez précis dans votre intégration. Après, il y a deux, trois choses qu'on peut essayer de pousser pour avoir une précision à moindre coût, mais l'idée sous-jacente, principale, ça va être celle-là. Bon, donc, j'ai un déplacement qui va s'écrire VDT. Alors, ce déplacement me permet de faire apparaître ce qui se passe ici. Donc, notamment, j'ai un triangle avec une certaine R, là, que j'achure en bleu. Et donc, cette R hachurée en bleu, on va faire intervenir aussi l'angle qui est là. Alors, je me suis placé dans un plan, donc je n'ai plus de coordonnées sphériques. Donc, je vais pouvoir appeler ça l'angle phi qui me dit de combien j'ai tourné par rapport au vecteur OM de départ, entre mon vecteur OM', mon déplacement légèrement plus long. Donc si je veux calculer l'air qui est ici en bleu, alors je vais dire c'est dA, j'ai une variation d'air qui est petite parce que plus dt va être petit, plus cette air va être petite, donc vraisemblablement ça va être quelque chose en premier ordre en dt. Donc cette air là, j'ai un triangle, et l'aire d'un triangle c'est simplement base fois hauteur divisé par 2. Bon, la base c'est le vecteur OM, donc c'est la norme de OM. La hauteur, elle est là. Donc la hauteur, si je la dessine, elle s'écrit comme ça. Et cette hauteur, c'est le côté opposé à phi, dont l'hypoténuse vaut VDT, qui est ici. Donc cette hauteur, elle s'écrit norme de V dt multipliée par le sinus de phi. On va prendre la valeur absolue, on est en train de travailler avec des longueurs, donc je vais avoir un système avec une valeur absolue comme ça. Bon, on verra de toute façon qu'est-ce que ça change si jamais... oh non, on va pas mettre de valeur absolue, tiens. On va garder ça comme ça, et puis on va se dire, si phi est positif, la variation d'air est positive, et puis si jamais phi est orienté dans l'autre sens, je vais avoir une variation d'air négative, ça me permettra de dire qu'est-ce qui se passe si je tourne dans le sens horaire, ça va être positif, ou dans le sens tribaux qui va être négatif. Finalement, on va quand même se retrouver avec quelque chose de relativement sympathique. Donc là, j'ai norme de V fois dt fois sinus phi. Oups. Fois sinus phi, le tout divisé par 2.
Donc, je me retrouve avec ce dA. Vous voyez que je peux diviser par dt et donc me retrouver avec la variation de l'air balayé au cours du temps, ce qu'on va appeler la vitesse aérolaire, qui va s'écrire norme de OM fois norme de V fois sinus phi divisé par 2. Et ça ressemble fortement à la projection d'un OM vectoriel V. J'ai la norme, en fait, si je prends la valeur absolue de ce truc-là, j'ai la norme de OM vectoriel V, puisque OM et V, si je redessine mon V qui était ici, là, si je le redessine à ce niveau-là, donc là, j'ai mon phi qui est ici, que je retrouve. Là, j'ai V. Phi, c'est l'angle qu'il y a entre OM et V. Et norme de OM fois norme de V fois sinus phi, ça correspond à la projection sur l'axe qui est perpendiculaire à votre feuille du produit vectoriel OM vectoriel V. Donc ça va s'écrire OM vectoriel V scalaire K divisé par 2, où K, c'est le vecteur qui gentiment monte comme ça. Donc là, j'ai un phi qui est positif, donc j'ai cette projection qui est positive. On peut vérifier avec la règle de la main droite. Vous avez le OM qui part vers la droite, le V qui arrive légèrement vers le haut, et puis vous avez bien le troisième doigt qui va monter et sortir, donc avec une projection positive. Si j'avais pris un sinus phi négatif ou un phi négatif, j'aurais eu ça dans l'autre sens. Et OM vectoriel V, ça c'est intéressant parce que c'est quasiment mon... où est-ce que je l'ai marqué ? Ah non, je ne l'ai pas encore marqué. Ah si, ici. C'est quasiment mon sigma O. Quasiment, il manque juste le M. Donc finalement, on va pouvoir introduire, je vais multiplier et diviser par M. Donc finalement, je ne fais rien et ça va s'écrire sigma O scalaire K divisé par 2M. Ça, c'est ce qu'on appelle parfois grand C, constante des airs, et elle fait apparaître le fait que la vitesse aérolaire, donc la vitesse aérolaire dA sur dt, pour une force juste centrale, la constance de la norme de la projection de sigma O. Donc ça veut dire qu'en fait que sigma O scalaire K, c'est une constante, impose une vitesse aérolaire constante. Ça veut dire que les airs balayés par le rayon vecteur OM en des temps égaux sont égales. Et ça, c'était la loi de Kepler correspondant à la loi des airs qu'on retrouvera et qui nous permettra de savoir en fait que quand vous avez une planète autour du Soleil et quand il est proche de l'aphélie, c'est-à-dire l'endroit le plus éloigné du Soleil, sa vitesse va être plus faible, parce que comme elle est plus loin, et quand elle balaye, elle va se déplacer d'une distance plus faible pour balayer une même aire, alors que quand elle est tout près, elle va pouvoir se déplacer d'une distance plus importante. Donc si je fais ma petite ellipse avec mon petit Soleil qui est ici, et je prends la Terre qui se balade par exemple là, entre là et là, vous voyez que ici, par exemple, cette aire-là va être égale vraisemblablement à celle-ci. Vous voyez que comme je suis plus loin, je vais me déplacer beaucoup moins au niveau à ce niveau-là. Et donc, quand je suis à l'aphélie, là,
contrairement au périhélie, quand vous êtes au plus proche du Soleil, bah, la vitesse, j'ai que la norme de la vitesse en A va être inférieure à la norme de la vitesse en P pour qu'il y ait conservation de cette loi des airs. Donc ça nous permettra d'avoir des informations assez intéressantes sur le développement. Et là encore, je n'ai besoin que du caractère central de la force et pas encore du caractère conservatif. Alors un dernier point intéressant sur cette loi des airs, vous voyez que dans l'expression de la vitesse aérolaire qui est ici, on a une expression en fonction du moment cinétique, ce qui nous a permis de savoir, étant donné que le moment cinétique était constant, donc de norme constante, ça me disait automatiquement que cette vitesse aérolaire était constante. Bah, si vous écrivez le moment cinétique en coordonnées polaires, donc NB, vous avez que sigma O va s'écrire M R carré θ point selon le vecteur K, d'où une expression directe sigma O scalaire K qui va être égale à M R carré θ point. Donc votre vitesse aérolaire qui s'écrit donc sigma O scalaire K divisé par 2m va pouvoir s'écrire R carré θ point divisé par 2. Donc on a une expression en fonction de la vitesse angulaire et vous avez une vitesse de balayage qui dépend du rayon actuel de l'orbite. Et là justement, comme pour en revenir à l'expression qui était donnée juste avant, quand vous êtes au périhélie et à l'aphélie, c'est les deux seuls endroits où vous avez orthogonalité ici entre le rayon vecteur et la direction de la vitesse, parce que tous les autres, après, vous aurez une vitesse qui va être tangente à la trajectoire, mais pas forcément orthogonale au rayon vecteur. Ça n'est valable que à l'aphélie et au périhélie, parce que à l'aphélie, vous êtes au plus loin, donc le R, c'est le plus grand, c'est le maximum, donc R point est égal à 0, donc le R point ER plus R θ point E θ, bah, il ne reste plus que R θ point E θ. Pareil au périhélie, donc à ces endroits-là, à l'aphélie, donc remarque, à l'aphélie et au périhélie, seulement à l'aphélie et au périhélie, on n'a que R point est égal à 0, d'où la vitesse est égale à R θ point. Hein, si je regarde la norme ou la projection, enfin prendre la norme directement de mon système, d'où vous avez que la vitesse aérolaire, elle s'écrit R fois R θ point sur 2. Donc à l'aphélie, vous avez RA fois la vitesse de l'aphélie sur 2. Et c'est aussi égal à R périhélie fois la vitesse du périhélie divisé par 2. Et donc vous avez que la vitesse au périhélie, c'est RA sur RP, la vitesse de l'aphélie, c'est bien supérieur à la vitesse de l'aphélie, parce que par définition, quand vous êtes au plus loin, vous êtes à une plus grande distance que quand vous êtes au plus près, et donc RA est bien supérieur à RP. Bon, alors maintenant, comme on a tout ça pour simplement une force centrale, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on impose en plus le caractère conservatif et notamment comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on a déjà vu dans les résolutions graphiques de M4 pour ce système qui n'est pas un système à 1 degré de liberté, puisqu'a priori vous avez R et θ qui varient tous les deux, mais on va essayer de se ramener grâce à la conservation du moment cinétique à un système à un seul degré de liberté.